Moi, j'hésite beaucoup. J'ai à côté de moi les petites feuilles que Martin nous passe pour le temps. Je me demande si je ne devrais pas les conserver. Bonjour à tous. Hier, notamment, il a été souvent question de l'importance du contexte quand on pense aux politiques publiques, politiques pour les jeunes, notamment pour les jeunes en difficulté. Et donc, c'est un petit peu de ce dont je voudrais vous entretenir ce matin. Je voudrais parler des jeunes et des jeunes en difficulté et des politiques publiques avec une entrée que je dirais territoriale. On a rappelé tantôt que je viens de l'Abitibi-Témiscamingue, et pour les gens qui seraient moins familiers avec le Québec, sachez que l'Abitibi-Témiscamingue est à peu près 700 ou 800 km au nord-ouest de Montréal, et donc on est à 6 ou 7 heures de route de Montréal. Donc, on n'est pas tout à fait proche de Montréal, donc on est dans ce que certains se plaisent à appeler des territoires éloignés, des régions ressources. Et Martin aussi a rappelé que j'étais titulaire d'une chaire de recherche qui travaille sur les milieux ruraux. Donc ces éléments-là, les territoires ruraux, régions éloignées, vont teinter d'une certaine façon tout ce dont je vais vous parler ce matin. L'argument, dans le fond, que je voudrais, l'idée que je voudrais soumettre à la réflexion ce matin, c'est que le territoire, c'est une dimension dont on doit tenir compte dans l'élaboration et dans le déploiement des politiques publiques pour les jeunes en difficulté. Pour essayer de faire ça simple et peut-être parfois vous trouverez ça un peu simpliste, donc j'ai tourné parfois les points un peu ronds, mais je vais essayer de répondre à 3 questions assez simples puisqu'elles découlent de l'idée que je veux soumettre à la discussion. Donc première question, qu'est-ce que le territoire? Deuxième question, en quoi le territoire conditionne les difficultés des jeunes? Et, sans grande surprise, vous devinerez, la troisième question, c'est quelle politique territoriale devrait-on développer pour les jeunes? Donc, commençons avec la première question. Qu'est-ce que le territoire? La première idée, souvent, qui nous vient en tête, c'est de considérer le territoire comme une réalité biophysique. C'est un espace, souvent, surtout quand on est dans des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, de grands espaces naturels, c'est des paysages, et c'est des lieux de distance. Donc, c'est comme un substrat, d'une certaine façon, sur lequel le reste va se construire. Mais souvent, quand on parle de territoire, on va aussi souvent parler, par exemple, de territoire national. C'est donc qu'on comprend qu'il y a une deuxième dimension, d'une certaine façon, au territoire, qui est une dimension plus politique. En sciences régionales, quand on réfléchit au territoire, on parle souvent que le territoire est une construction sociale. C'est donc quelque chose qui est construit, mis en place, défini, déterminé par les gens qui habitent le territoire. Une belle façon de comprendre ça, c'est que le territoire, il est nommé, le territoire, il est délimité. On habite au Québec, on habite en Abitibi-Témiscamingue, ou on habite dans un petit village, par exemple, Montbrun. C'est d'autant plus une construction sociale qu'on est capable de faire l'histoire des territoires. Et on a un bon exemple avec les histoires régionales qu'a fait l'INRS des différents territoires du Québec. Donc, retenons aussi que le territoire, ça résulte, très souvent, des actions des acteurs individuels et collectifs qui construisent, qui mettent en place le territoire. Autre dimension du territoire, c'est que le territoire est une réalité sociale. C'est un territoire d'ancrage, d'appartenance. Je vois mon ami Camille, dont je vais parler à l'instant, qui, lui, vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un bleuet du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a donc un ancrage, une identité forte à son territoire. Le territoire, toujours dans cette dimension sociale, c'est le lieu de la vie quotidienne, c'est le lieu aussi de l'implication des gens. Enfin, on pourrait dire aussi, autre dimension du territoire, que c'est une dimension économique. On parle des régions ressources, par exemple. On va faire la pêche, on va exploiter la forêt, on va exploiter les mines, on va faire de l'agriculture. Donc, c'est un territoire où il y a une activité économique. Tous les territoires ne sont pas égaux à cet égard. Il y a plusieurs territoires au Québec qui sont dévitalisés. Par exemple, le MAMRO, le ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire, des régions et de l'occupation du territoire, je finis par l'avoir, a un indice de développement des collectivités et il estime qu'il y a à peu près 152 villages ruraux au Québec qui sont dévitalisés. Donc, du point de vue économique, tous les villages ne sont pas égaux. Donc, première question, qu'est-ce qu'était le territoire? Donc, on voit que c'est une réalité multiple, à la fois biophysique, politique, sociale et économique. Passons maintenant à notre deuxième question. En quoi le territoire conditionne, dans une certaine mesure, les difficultés des jeunes? Peut-être les accentuer.
On peut d'abord regarder ça en fonction des transitions qui caractérisent le passage à la vie adulte, donc qui caractérisent la jeunesse. Regardons par exemple la transition résidentielle, le fait de, ce que certains vont appeler la décohabitation, le fait de partir de chez soi pour aller, de partir de chez ses parents pour aller vers un chez soi. Ce qu'on sait, c'est qu'en milieu rural, le départ du milieu familial se fait souvent plus tôt, à un âge plus jeune, qu'en milieu urbain, notamment parce que les jeunes, pour un certain nombre, vont poursuivre des études, et pour poursuivre des études, ils sont nécessairement obligés de quitter la maison parce qu'à proximité, il n'y a pas de cégep ou il n'y a pas d'université. Ce qui fait que ces jeunes-là vont faire l'expérience de l'autonomie, loin des parents, et souvent dans une ville qu'ils connaissent peu, à un jeune relativement précoce. La question de l'accès au logement et l'accès à la propriété aussi est une difficulté que peuvent rencontrer les jeunes. Il y a peu de disponibilité, contrairement à ce qu'on peut croire, de logements, notamment en milieu rural ou même dans certaines régions, comme en Abitibi-Témiscamingue, il y a présent une pénurie de logements. Au mois de juillet, il y a toujours une crise parce qu'il y a des gens qui se retrouvent à la rue parce qu'ils ne savent pas où aller. Notamment parce qu'il y a un boom économique qui fait en sorte qu'on manque de logements. Donc, il y a peu de disponibilité. Et même dans les villages ruraux, on pourrait dire, ah ben, il n'y a pas grand monde, on peut facilement se trouver un logement là. Ben, c'est dans les villages ruraux, il y a peu de logements à louer, c'est souvent des maisons, et souvent les maisons sont occupées par des gens qui y vivent depuis un certain temps. Quand il y a des choses qui sont disponibles, souvent les coûts sont élevés. Par exemple, dans certains milieux ruraux, il y a beaucoup de néo-ruraux, donc des nouvelles populations qui viennent, qui s'installent et qui font monter la propriété foncière et qui posent des problèmes pour l'accès au logement. Et il y a peu aussi de HLM, d'habitation à loyer modique, en milieu rural, encore une fois, ou même dans les grands centres. Donc, par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, une des difficultés qu'on a, c'est les coûts de construction des loyers. Les coûts de construction sont très élevés, on n'est pas capable de produire des logements à prix abordable. Donc voilà un certain nombre de difficultés quant à la transition résidentielle. Si on regardait maintenant la transition scolaire professionnelle, donc là aussi, il y a un certain nombre de difficultés qu'on peut voir. Le marché de l'emploi est bien entendu différent, c'est souvent en milieu éloigné ou en milieu rural que ce qu'on peut trouver dans les grandes villes. Mais aussi les jeunes, on constate, sont moins scolarisés. Ils ont donc plus de difficultés parfois de se trouver de l'emploi. Il y a moins d'emplois parfois en milieu rural, il y a plus de chômage dans certains milieux. Et ce qui fait en sorte que pour se trouver de l'emploi, parfois, il faut se déplacer sur de grandes distances. Pour se déplacer à une grande distance, c'est intéressant, Madeleine faisait état que même ici, il y a une autoroute qui coupe la ville en deux. Bien, en milieu rural, il faut quand même, des fois, se déplacer sur de nombreux kilomètres pour pouvoir avoir accès à un travail. Ça implique donc qu'on ait une voiture et qu'on ait les moyens de se payer une voiture et de l'entretenir. Et un autre phénomène auquel on peut penser aussi, c'est ce qu'on appelle le phénomène du fly-in, fly-out. Il y a un certain nombre de jeunes travailleurs qui, pour se trouver de l'emploi, vont travailler, par exemple, dans le Grand Nord. Et donc, ils partent, par exemple, de Rouyn-Noranda. Ils vont travailler une quinzaine de jours dans le Grand Nord. Ils ne font que travailler dans des villages de travailleurs miniers. Ils reviennent pour une semaine et ils repartent. Donc, c'est le phénomène du fly-in, fly-out. Et on comprend bien que ça peut aussi poser un certain nombre de difficultés pour les jeunes et pour les relations qu'ils peuvent avoir. Autre transition qu'on pourrait regarder au niveau en quoi le territoire conditionne en quelque sorte les difficultés qu'on peut rencontrer, les transitions familiales. Donc l'idée de se mettre en couple. Ici, je ne sais pas si c'est un problème, mais enfin on constate à tout le moins que les ruraux sont plus souvent en couple que les urbains. Quel que soit l'âge, la tranche d'âge qu'on regarde, ils sont plus souvent en couple. On peut penser que là, c'est peut-être un truc intéressant si on estime qu'être en couple, c'est une bonne chose. Mais par ailleurs, les ruraux aussi ont des enfants très souvent à un âge plus précoce. Là, ça aussi, ça peut continuer un certain nombre d'éléments. Je continue rapidement, en tournant toujours mes poirons un peu. Il y a aussi, donc ça, c'était la question des transitions, mais on peut penser aussi qu'il y a quelques problèmes plus particuliers qu'on va retrouver dans des milieux ruraux ou éloignés. Par exemple, la question de la proximité et du commérage. La proximité, ça peut être quelque chose d'intéressant, parce qu'en cas de besoin, on a des gens proches de nous. Bien, ça peut aussi poser des problèmes, surtout quand on est un jeune qui est en quête de son identité, qui a des pratiques un peu marginales ou qui a par exemple des orientations sexuelles différentes. C'est plus difficile de se retrouver dans un milieu. On peut penser donc proximité et commérage. Toute la question des jeunes agriculteurs aussi est un truc qui se pose particulièrement en milieu rural. Oui, c'est ça. Oui, ah oui. Donc, j'accélère un peu. Donc, les jeunes agriculteurs sont aussi des gens qui ont des problèmes particuliers.
Nommons simplement, par exemple, la question du fait qu'ils sont souvent seuls sur un grand rang, donc il y a une question d'isolement qu'on se retrouve là, la difficulté de trouver un conjoint ou un conjointe qui veulent bien venir travailler sur la ferme, etc. Et je passe rapidement aussi sur toute la question, et Camille pourra nous en parler, sur la question aussi des jeunes autochtones qui ont des problèmes particuliers, enfants en bas âge, question de proximité, peu d'emploi, dépendance, etc. Et il y a toute la question du soutien aussi, qui est conditionné d'une certaine mesure par le territoire. Les distances sont grandes, je l'ai dit tantôt, et donc ça fait en sorte que des fois, il faut se déplacer de grandes distances pour avoir accès à des ressources qui peuvent nous aider. Et même les ressources ne sont pas toujours présentes, et même celles qui sont présentes, des fois, ont elles-mêmes un grand territoire à faire. Je discutais avec un travailleur de rue il y a quelque temps qui me disait que la rue sur laquelle il travaille fait à peu près 100 km de long, parce qu'il travaillait en milieu rural et qu'il travaillait sur 4-5 villages qui étaient distants les uns des autres. Alors, je termine avec ma troisième question, qui était, dans le fond, quelle politique territoriale pour les jeunes en difficulté? Donc, il me semble qu'il faut insérer la dimension territoriale quand on réfléchit à des politiques publiques. Il faut tenir compte, donc, des réalités biophysiques du territoire, de la distance, des facilités, des difficultés de déplacement. Il faut penser à toute la question du territoire économique, l'insertion professionnelle, la formation. Il faut penser au territoire social, la question de l'intégration sociale, les difficultés à cet égard-là, la question de l'isolement aussi. Et je voudrais terminer, dans le fond, avec le dernier élément, et c'est peut-être ce sur quoi on pourra discuter davantage, mais vous rappelez que le territoire, c'est une construction sociale. C'est donc une construction dans laquelle les acteurs locaux et territoriaux sont importants. Et on pourrait penser que dans le cadre d'élaboration d'une politique publique, on pourrait faire une plus grande place aux acteurs locaux et territoriaux pour définir, déterminer quelle serait la bonne politique. Et on pourrait penser, Martin l'a rappelé, si je me souviens bien hier soir, que les jeunes eux-mêmes peuvent être des acteurs importants dans l'écriture des politiques et notamment dessus au niveau de l'évaluation, si vous me suivez. Donc, je militerais d'une certaine façon pour penser à essayer de développer des politiques à géométrie variable. Et un bon exemple de celle-là, c'est la politique nationale de la ruralité, que je connais un peu plus. Dans le cadre de la politique nationale de la ruralité, il y a une mesure qui s'appelle le pacte rural, qui est la mesure centrale de cette politique-là, en fait. Et l'originalité de cette politique-là, dont on pourrait s'inspirer, c'est que le gouvernement a une enveloppe budgétaire qui donne à chacune des MRC, des municipalités régionales de conseil, en lui disant « Voici l'argent que tu possèdes pour faire du développement rural sur ton territoire. » On a de très grandes orientations, on espère bien que tu vas t'en inspirer, mais on demande que tu fasses un travail local avec des acteurs pour définir quelles sont les priorités sur ton territoire et que vous, ensuite de ça, mettiez en place des projets qui vont répondre à ça. Donc, il me semble que si on faisait une politique pour les jeunes, on pourrait peut-être s'inspirer de ça, d'une politique qui serait en quelque sorte définie localement par des acteurs locaux. Ça nous éviterait peut-être d'avoir trop de politiques